Chaque année, pendant plusieurs mois, les coqs de roche se retrouvent au même endroit, sur une zone de parade appelée lek. Sur ces leks, les femelles choisissent le ou les mâles les plus séduisants pour s'accoupler. Nous sommes sur la montagne de Caux, à une trentaine de kilomètres de Cayenne. Cette zone de parade a été découverte il y a une vingtaine d'années. Jusque-là, tous les leks connus se situaient dans des zones reculées du plateau des Guyanes. Le lek de la montagne de Caux, facile d'accès, a fini par attirer des visiteurs de plus en plus nombreux. En 2008, le GEPOG, la DEAL, l'ONF et le Parc naturel régional se sont inquiétés des dérangements occasionnés sur ces oiseaux en pleine période de reproduction. On a des petites questions à vous poser, parce qu'on fait une étude sur la fréquentation du site. Donc la visite, Après une enquête de fréquentation, une série d'aménagements ont été installés pour limiter l'impact des visites sur le coq de roche. Un plan de conservation a été envisagé, mais les informations sur les besoins vitaux de ces oiseaux étaient quasi inexistantes. À l'heure actuelle, les connaissances sur cette espèce sont relativement limitées et seule l'écologie d'un lek a été étudiée, notamment au Venezuela. Aujourd'hui, on a besoin d'en connaître plus sur les zones d'alimentation, les zones de dispersion, que font les femelles et les jeunes une fois la reproduction terminée, que font les mâles, est-ce qu'ils restent en groupe ou pas, est-ce qu'ils montent en canopée, est-ce qu'ils sortent du massif forestier. Pour mieux connaître les besoins du coq de roche orange, le GEPOG, accompagné par des experts du CNRS et des bagueurs certifiés par le Muséum national d'histoire naturelle, a testé une méthode de suivi télémétrique. Ce qui est très intéressant avec la technique du radiopistage, c'est que l'on pose de manière peu perturbante en fait, cet émetteur sur l'oiseau et on peut vraiment découvrir, en le suivant avec une antenne radio, donc un récepteur, tous ses déplacements et donc déterminer pendant environ 2 semaines avant que l'émetteur tombe de lui-même et qu'éventuellement on le récupère en forêt, son utilisation de l'espace, quel type de forêt il va exploiter ici, car il y a une très grande variété d'espèces végétales et de milieux, de types de végétation. Donc de mieux comprendre quels sont les types de végétation qu'ils préfèrent, aussi bien par exemple les mâles pendant leur reproduction que les femelles pendant la nidification, quand elles vont nourrir leurs jeunes, etc. Et donc de mieux comprendre, oui c'est ça, leur utilisation de l'espace et quelle zone ici autour de cette grotte qui est très connue en Guyane, ces oiseaux vont exploiter et donc quelle zone serait peut-être éventuellement à protéger de l'exploitation par exemple forestière, alors que d'autres zones sont moins impactées car il y a moins il n'y a pas de coq de roche dans cette zone-là et ils ne se déplacent pas jusqu'à ces zones exploitées par exemple. Adeline? Oui. Est-ce que tu captes? Alizé, je l'ai à azimut 62. Le suivi radio-tracking, donc il est prévu qu'on le fasse entre 6h et 19h environ. Donc généralement on arrive vers 6h30, le temps de capter l'oiseau, de commencer à se mettre en marche. Et en fait on est en binôme, donc chaque binôme part de son côté avec l'antenne, le récepteur, le talkie, le GPS et la boussole. Et toutes les 15 minutes on détermine la localisation de l'oiseau par triangulation. Sur la montagne de Caux, qui est un milieu quand même très particulier, avec de la pente, avec un sous-bois qui est très dense, c'est très difficile de faire du radio-trekking, dans la mesure où la densité de la forêt provoque de la réflexion des signaux, et donc on a beaucoup de chances de perdre le signal. Donc toute la journée, on essaye au maximum d'être au contact de l'oiseau pour éviter qu'il parte très loin et qu'après avec le relief et la forêt, on ait du mal à le retrouver et surtout, bon, mine de rien, c'est quand même très compliqué de se déplacer. En 2010-2011, des émetteurs ont été posés sur 12 individus, dont 4 femelles. Les données récoltées ont permis de mieux comprendre le comportement alimentaire des coqs de roche et de déterminer pour la première fois la taille des domaines vitaux. Le suivi des femelles était particulièrement important
car chez cette espèce, elle s'occupe seule des petits. Les nids qui sont installés en hauteur à l'entrée de grottes ou d'affaissements rocheux sont réutilisés d'année en année. Thomas a sillonné 2 massifs à l'est de Cayenne à la recherche de sites favorables à la nidification des coqs de roche. On a prospecté en détail deux gros massifs qui sont les montagnes de Caux et les petites montagnes Tortues. Et dans ces 2 grands massifs, on a trouvé donc un certain nombre de nids qui étaient non référencés. Et on a trouvé aussi un certain nombre de legs, donc on doit être sur une trentaine de nids de plus de trouver. Et on a dû trouver 3 legs de plus. On a remarqué que les legs, d'une manière générale, avaient tendance à être proches des gros sites de nidification des femelles. C'est une première information. Et deuxième information, on s'est rendu compte que par rapport à... On pensait qu'il y avait... En gros, on a été étonné par le peu de nids qu'on a trouvé dans ces massifs. On pensait qu'on allait trouver plutôt de l'ordre de grandeur entre 50 et 100 nids, parce qu'il faut quand même un certain nombre d'oiseaux pour que la population soit viable. On a été étonné de voir qu'il y a un certain nombre de sites favorables, c'est-à-dire que c'est des sites spacieux, qui ne sont pas occupés par l'espèce. Donc la question, notre question actuelle, c'est qu'est-ce qui est le facteur limitant qui fait que tous les sites favorables, c'est-à-dire des grands sites, parce que là on a découvert aussi que le coq de roche ne niche que dans des sites qui ont une certaine hauteur, au minimum 3 mètres de haut, suffisamment profond, sec, etc. etc. Qu'est-ce qui fait que tous les sites favorables, par exemple sur la montagne de Caux, ne sont pas occupés par des coqs de roche. Voilà. Donc ça c'est une autre. Donc on a une autre question maintenant à traiter, c'est qu'est-ce qui fait que la population est si petite. La technique de prospection, c'est on savait qu'il y avait un site là. Parallèlement à ces études menées sur le coq de roche, le GEPOG a constitué un comité de suivi avec les différents acteurs de la forêt pour débattre des mesures de protection. Ce projet sur le coq de roche nous permet d'avoir une plateforme de discussion avec tous ces acteurs autour de la thématique coq de roche et la gestion de cette forêt de Caux. C'est le plan de gestion, le plan d'aménagement qui détermine les vocations des zones, accueil du public, écologie, exploitation forestière, qui essaie de concilier toutes les demandes qu'il y a sur une forêt. Donc sur la forêt de Caux, il y a une demande accueil du public, parce qu'il y a pas mal de touristes, il y a une demande de toutes les associations environnementales, parce qu'il y a vraiment un intérêt à biodiversité. Il y a une demande de bois, parce qu'il y a encore une scierie qui s'approvisionne sur la forêt de Caux, la scierie Svalène. Donc on essaie de concilier tout ça en essayant de localiser dans l'espace les différents usages sur cette forêt. Donc c'est une conciliation, parfois il y a des compromis à trouver. Les préoccupations pour l'avenir du coq de roche vont bien au-delà du site de la montagne de Caux. Et l'exploitation minière très présente sur le plateau des Guyanes peut constituer une menace pour l'espèce. La Fédération des opérateurs miniers a accepté de participer au programme Coq de Roche Life Cap Dome parce que le coq de roche est présent dans plusieurs secteurs où se situent des activités minières. Et les différents travaux qui ont été effectués justement par le GEPOG dans le cadre de ce programme ont permis de mettre en évidence les aires de répartition et donc voir un petit peu quel est le rayon d'action des oiseaux et quelle est leur présence sur certains secteurs miniers. La connaissance acquise par rapport aux travaux sur le coq de roche, travaux de recherche, ont permis de mettre en évidence la superficie de l'aire d'activité, de voir sur quel secteur il peut être présent. Et ceci permet d'en tenir compte dans le cadre des travaux d'exploration pour la prospection minière et d'éviter, si possible, les zones où le coq de roche est présent et surtout d'en tenir compte déjà très en amont dans les notices d'impact relatives aux demandes de permis de recherche. Pour accompagner les différents acteurs dans leur plan d'aménagement, le GEPOG a réalisé une carte de distribution de l'espèce à l'échelle du département. Moi, ce que je parlais, c'est en hauteur, peut-être, est-ce que pour les enfants, on fait juste une planche? Oui, c'est ce qu'on disait. Sur le legs de la montagne de Caux, Alizé et Thomas sont venus régler les derniers détails avec leurs partenaires de l'ONF. Ici sera dressé un nouvel observatoire qui doit garantir plus de tranquillité aux oiseaux. En effet, les observations de Thomas montrent que les mâles qui paradent ici ont changé de comportement. Sur un lek qui est beaucoup visité par les touristes, le coq de roche, on va pouvoir l'approcher jusqu'à 5 mètres en moyenne, alors qu'en milieu naturel, ce sera plutôt 15 mètres. C'est-à-dire qu'en milieu naturel, dès que le coq de roche va voir un être humain, il va être inquiet, et dès qu'on va faire mine de s'approcher de lui, il va s'enfuir. On pourrait penser qu'ici, les coqs se sont habitués à la présence humaine. Mais rien n'est moins sûr. Chez d'autres espèces d'oiseaux, on a constaté que
ces espèces se laissaient approcher, mais quand ces espèces ont un intérêt à rester sur place, elles se laissent approcher, mais elles stressent parce qu'on est quand même des prédateurs. Dans le cadre du programme Life Plus Cap d'Homme, il était question de réaménager en fait ce site, puisqu'on s'est aperçu qu'il était visité, enfin beaucoup visité, avec plus de 150 personnes par semaine. Et donc les aménagements qui avaient été imaginés initialement sont des aménagements qui sont maintenant un peu obsolètes. Le premier observatoire, il avait été pensé comme, on pourrait dire, une boîte. Hein. C'était une petite boîte où on pouvait faire entrer 3-4 personnes. Et après, on commençait vraiment à être serré, quoi, avec un toit. Et là, l'idée, c'est de changer vraiment de format et de se lancer plutôt dans un mur palissade avec des meurtrières. Donc ça permet vraiment de mieux cacher les gens aux coques de roche. Et donc ça permet aux coques de roche de ne pas voir les gens, donc d'être moins dérangés. Et ça permet aux gens, étant donné qu'ils dérangent moins le coq de roche, ils vont peut-être pouvoir le voir de plus près. Ils vont vraiment le voir dans des conditions naturelles, c'est-à-dire un oiseau non effrayé, non perturbé. L'histoire, c'est que tout le monde soit gagnant et que dans 10 ans, il y a toujours des coques de roche sur le site. Pour les femelles, le principal dérangement vient des visiteurs qui pénètrent dans la grotte où elles nichent. En période de reproduction, c'est assez embêtant puisque en fonction de l'heure à laquelle on pénètre dans la grotte, on peut faire fuir la femelle de son nid. Et si c'est en fin de journée par exemple, la femelle peut ne pas revenir sur le nid et donc ça conduit à l'échec de la couvée. En suivant les déplacements des coqs de roche, Alizée a pu constater que pour ces oiseaux, une route, une piste sont des obstacles qu'ils ne franchissent qu'après de longues hésitations. Donc là on arrive dans la piste qui a été fermée par l'ONF, notamment parce qu'elle traversait plusieurs domaines vitaux de coqs de roche que nous avons suivis. Empêcher la circulation de véhicules sur cette piste est une mesure qui permettra à plusieurs de ces oiseaux de mieux se nourrir ou de mieux nourrir leurs petits. Si je fais un bilan un peu général, fin 2014 était organisé en Guyane un séminaire sur le patrimoine naturel des Outre-mer. L'occasion pour les différents acteurs du Life Plus Cap d'Homme de partager leur expérience sur les différents programmes. Il y a 3 menaces majeures. Le dernier jour du séminaire, les participants étaient attendus sur la route de Caux, à l'entrée du sentier qui mène au site de reproduction des coqs de roche. Les nouveaux aménagements sont inaugurés par Madame Sirder, vice-présidente de la région Guyane. L'aménagement du site a été conçu en collaboration avec les opérateurs touristiques, également partie prenante du comité de suivi. Le site attire un tourisme de vision qui intéresse les professionnels. Et le fait que ce soit une espèce emblématique, même si les gens, tout le monde ne va pas aller visiter ce site, en fait, ce sera un point fort d'attractivité et qui montrera aussi que la Guyane s'approprie des espèces emblématiques et est capable de les étudier et de les mettre en valeur. Donc ce sera un atout extrêmement fort pour l'image de la Guyane qui en a besoin et la couleur s'y prête. Cette concertation a donné lieu à 2 principales mesures. La formation de guides sensibilisés à cette espèce et la mise en place d'un sentier d'interprétation. Parmi les aménagements initiaux qui étaient prévus, on a rajouté quelque chose qui avait été demandé par les prestataires touristiques, à savoir la création d'une boucle. Parce qu'en fait, avant, on passait tous par ce sentier-là et tout le monde s'entrecroisait tout le temps. Donc ils nous ont demandé de faire quelque chose qui permettait de fluidifier avec une espèce de boucle. Le sentier aboutit à une imposante palissade, percée de plusieurs ouvertures. La zone de parade est à quelques mètres. Sur la droite, le circuit continue et aboutit à un espace sécurisé qui surplombe la grotte. Ici, c'est l'endroit où l'on peut apercevoir les femelles. Maintenant que le site a été aménagé, il va falloir qu'on suive un peu l'évolution de la fréquentation pour évaluer si ces aménagements sont vraiment adaptés à la fréquentation. Après ça, on pourra estimer s'il faut compléter les aménagements ou si c'est suffisant.
On pourra aussi évaluer si ces aménagements ont un impact sur le comportement des mâles, qui a été un peu altéré avec la fréquentation du public. Une meilleure connaissance des besoins vitaux des coqs de roche va maintenant permettre au GEPOG de faire des recommandations pour sa protection. En associant dans ce programme les principaux acteurs concernés, le GEPOG a initié une démarche collaborative qui devrait permettre à l'avenir de concilier développement économique et préservation de l'espèce coq de roche.